Ok, soyons honnêtes un petit peu entre nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croire à quelque chose d'aussi fort que vous auriez refusé toute preuve du contraire? Prenez vraiment le temps de réfléchir. Pas à une œuvre, un film, une série, un livre ou même une musique, mais à vous, vous-même, pour de vrai. À une conviction profonde, vous savez, une histoire vraiment enracinée que vous vous racontez peut-être depuis des années. À ce moment précis, je vous vois déjà un peu venir, vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que tout ça a à voir avec Shutter Island, et si même vous, vous n'êtes pas trompé de vidéo au final. Eh bien, permettez-moi de vous expliquer. Pour comprendre le point que je souhaite vous amener avec cette vidéo, faut qu'on prenne le temps de reprendre vite fait ce que le film nous raconte. Et auquel cas vous n'auriez peut-être pas compris le message subliminal, cette vidéo contient des... Bien, maintenant que ça c'est réglé, on peut commencer. On est en 1954. Le marshal Teddy Daniels débarque sur Ashcliff, une île qui abrite les criminels psychiatriques les plus dangereux des États-Unis. Et sa mission en soi, elle paraît super simple. Retrouver une patiente qui est portée disparue. Et Scorsese, ici, en goth ultime qu'il pense être, installe la tension dès la toute première image. L'île est oppressante. Les médecins semblent cacher des choses et Teddy voit des choses. Des cauchemars qui finissent par trop ressembler à des souvenirs avec le temps. Par ailleurs, le film nous rabâche un truc sans interruption pendant plus de 2 heures, réglé comme un métronome, le système est corrompu. Corrompu, et encore une fois, corrompu. Il y a un truc qui tourne pas rond, ici. Que Teddy est en danger, qu'il faut absolument lui faire confiance. Et nous tous, en bons spectateurs, on le croit. On fait abstraction totale de tous les micro-détails que le film nous donne et on fonce tête baissée dans son histoire. Bravo, vous vous êtes fait hameçonner comme une truite au mois de juillet. Scorsese vous tient dans son filet et il est pas prêt de vous relâcher. Le film porte sur un concept en psychologie qu'on appelle les mécanismes de défense. Sans trop aller dans les détails, c'est la capacité à l'esprit de se protéger d'une réalité qui est trop douloureuse pour être acceptée comme telle. Et pour vous présenter ça très succinctement, encore une fois, on a besoin nous aussi de remonter un tout petit peu dans le temps. 1894, Sigmund Freud, ce cher monsieur, médecin neurologue autrichien, il introduit pour la toute première fois les notions de défense psychologique. Il en liste plusieurs, dont 3 particulièrement très intéressants dans ce film. Et sans trop pousser le bouchon du détail encore une fois, parce qu'à la base ici on est censé parler de cinéma, il y a ce qu'on appelle le refoulement. Le refoulement, c'est assez simple, c'est enterrer un souvenir pour éviter de le faire ressurgir dans la conscience. Vient ensuite ce qu'on appelle la formation réactionnelle. À son tour, ça, c'est transformer ce qu'on ressent en son exact contraire pour y faire face. Et enfin, le plus spectaculaire de tous, le déni. Ça, c'est refuser la réalité si violemment que le cerveau en reconstruit une, de toutes pièces. Cette dernière notion, c'est ce qu'a fait Andrew Ledis. Et ça, on le sait tous, Teddy Daniels, il n'existe pas. Il a jamais existé, en fait. C'est une fiction que son cerveau a fabriquée pour plus affronter l'inacceptable. La vérité étant que sa femme, Dolores, souffrait d'une maladie psychiatrique sévère depuis des années. Et lui, tout ça, il le savait. Il a vu les signes, mais il a choisi de simplement pas agir. Jusqu'à un jour où il rentre chez lui du boulot et... I'm back! Vous connaissez déjà la suite. Where are the kids? Oh my god. Oh my god. Il tue Dolores ce jour-là. Et finalement, c'est même pas par monstruosité, mais par effondrement total. Et en réalité, c'est vraiment là que réside toute la véritable complexité du film. Andrew, il n'a pas simplement perdu uniquement ses enfants, il a aussi perdu sa femme, mais de sa propre main. Et depuis lors, il porte en lui la conviction profonde et silencieuse d'avoir pu éviter tout ça, s'il avait agi plus tôt ou peut-être même différemment. C'est cette double culpabilité, qui est à la fois directe et indirecte, qui est trop lourde à porter pour lui. Alors son cerveau efface tout.
Il devient Edward Teddy Daniels, un héros, un homme de justice, un mari endeuillé qui n'a jamais rien fait de mal. Et vous voyez, tout ça, ça fait partie d'une notion humaine que le film nous apporte avec une précision clinique pendant toute sa longueur. La capacité qu'a notre cerveau à ne pas fabriquer n'importe quel mensonge, mais celui dont on a toujours le plus besoin. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Cette phrase, c'est Andrew dans un tout dernier écran de lucidité, qui choisit de mourir consciemment en Teddy Daniels plutôt que d'affronter la réalité. Voilà, j'aurais pu m'arrêter ici, mais à quoi bon seulement vous résumer ce que le film nous explique tout du long par lui-même, au final? Non, pour moi, le véritable twist du film se trouvait caché sous nos yeux, entre les lignes de cette toute dernière réplique. Vous avez probablement regardé le film en ayant eu pitié d'Andrew, ou peut-être même à l'inverse, où vous vous êtes dit pauvre type, mais posez-vous cette question. Combien de fois dans votre vie vous avez refusé d'entendre quelque chose parce que ça remettait en cause une version de vous-même à laquelle vous teniez? Combien de fois avez-vous réinterprété une situation, une dispute, une rupture pour rester le héros de votre propre histoire? Pour effacer la part où vous auriez pu agir différemment? On fait tous ça. Alors pas à l'échelle d'Andrew Ledis, du moins j'ose l'espérer, mais le mécanisme de défense reste identique. Notre cerveau, c'est une machine à fabriquer du sens. Mais alors quoi faire lorsque la réalité même menace ce sens? Shutter Island, c'est un véritable film d'horreur. Tag, you're in! Ted! Et ça, pas seulement à cause de son contexte, mais aussi parce qu'il vous montre en 2 heures de cinéma à quel point notre perception du réel peut être une construction soignée, cohérente, mais complètement fausse. La dernière image du film, c'est Andrew qui s'éloigne vers la lobotomie. Dos à la caméra, dos à nous. Il meurt en bonhomme, et ce, même si c'était un mensonge. Et peut-être que parfois, en tant qu'être humain, c'est tout ce qu'on demande, au final. Mais vous savez ce que je trouve particulièrement insupportable dans ce plan? C'est qu'on sait pas si on devrait avoir pitié de lui, ou lui envier sa paix.